Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 12 de la Weekly Sorare NBA, votre rendez-vous hebdomadaire tous les lundis 18h sur l'actualité de la NBA et ses conséquences dans Sorare. On est ravis de vous retrouver. Épisode très dense parce que c'était la clôture du marché des transferts ce jeudi. Beaucoup de changements, beaucoup d'impacts, beaucoup de petits L10 à surveiller. Bref, on va essayer de vous faire un petit résumé là sur la prochaine demi-heure qui arrive. On perd pas de temps, on commence tout de suite par les performances du week-end. On va parler tout d'abord de la performance du week-end. C'est Stephen Castle des San Antonio Spurs qui a fait un masterclass. Voilà, il n'y a pas d'autre terme face aux Mavericks. Mavericks sur lesquels il a marché sur leur gueule, très clairement. 40 points, 12 rebonds, 12 assists, donc bien sûr triple-double. Une adresse au shoot incroyable, 15 sur 19, 3 sur 5 à 3 points. 3 steals, un bloc, et il arrive à faire un 77 avec 6 ballons perdus, donc ça pouvait tutoyer les 100. Enfin bon, bref, match masterclass, match incroyable de Stephen Castle. Alors on sait que les Mavs ont du mal sur les forts guard adverses cette saison, mais alors là, de là à penser que Stephen Castle allait faire un aussi gros score, peut-être pas, mais là, performance de taré, et ça a carré beaucoup de monde qui ont eu la chance de l'aligner sur ce Game Week et faire finalement des résultats bien au-delà des performances et des belles rewards, grâce à une performance, sa meilleure performance ever dans Sorare depuis qu'il est dans la ligue. Donc gros match de Stephen Castle. On voit que c'est largement au-dessus de ses standards où il est plutôt aux alentours de 40. C'était un peu, ça plafonnait à pas plus de 50 et ça faisait un bout de temps qu'elle n'allait pas dépasser les 45. Alors celle-là, il fallait la colle. Ça pouvait s'appeler, ça pouvait se deviner un peu, mais une performance aussi énorme, peut-être pas. Donc il sera toujours de toute façon dans les petits papiers des managers parce que il a un rôle essentiel dans cette équipe des Spurs. Les game week qui arrivent sont pas les plus simples, on voit, Détroit, Phoenix, Los Angeles, à voir, parce qu'il y a quand même des blessés, mais ça on va revenir après un petit peu plus tard. Donc à surveiller de très près, parce que dans tous les cas, il fait partie de ces joueurs cruciaux dans le système des Spurs pour pouvoir aller tutoyer le haut de la ligue sur cette fin de saison. Deuxième joueur dont on voulait parler, c'est Isaiah Collier. Isaiah Collier, dans le tank des Jazz, qui contre Miami était devant et ont mis tout le monde au repos dans le quatrième quart, match perdu. Ça fait grincer beaucoup de dents, notamment dans les fanbases des équipes adverses et tout. Collier qui a les clés du camion en l'absence d'un Keyonte George qui s'est blessé à la cheville, qui est revenu reblessé à la cheville et qui est déjà annoncé d'ores et déjà out pour ce soir. Quand il joue, alors là il a eu 2 matchs avec 48 minutes, oui, c'est pas une erreur, il a joué le match entier, ces 2 matchs-là, ça a fait du 62, du 56, alors après c'était Indiana et Atlanta. Là, contre Orlando, c'est revenu sur un temps beaucoup plus normal parce que Keyonte George est revenu, mais il s'est reblessé. Et donc, c'est le meilleur passeur. Il arrive encore à faire 10 passes. Le gars va tourner à plus de 10 passes de moyenne dès qu'il aura un vrai temps de jeu. Toujours compliqué son shoot à 3 points. Beaucoup de ballons perdus, malheureusement. Mais si, au vu de la Game Week qui arrive, Miami, Sacramento, Portland, peut-être un monde où en fait il va avoir 35 minutes de jeu à peu près. Et de facto, on va peut-être revenir sur un bon 50 bien tassé. Alors le 34 commence à être un peu haut, mais il y a peut-être un call à faire. 3 matchs sur cette Game Week, 3 super matchs pour Isaiah Collier. Sûrement un Keyonte George qui va être, vu que ça tank à Utah, ménagé et au repos avec sa cheville qui s'est reblessée. Il y a monde où Collier, ça peut être un super bon call sur cette Game Week. Très clairement, ça doit faire partie de la réflexion de se dire que peut-être un Isaiah Collier, ça peut être vraiment très sympa sur ce Game Week. Surtout que quand on regarde le match où il ne fait que 34 avec un temps de jeu un peu plus, on va dire, limité, 32 minutes, et c'était la défense d'Orlando qui est un peu plus solide quand même que les derniers adversaires sur les lignes de guard avec le retour de Jalen Suggs. Il y a un monde où, franchement, Collier, ça peut faire un gros banger malgré le 34 de L10 sur la Game Week qui arrive avec 3 matchs et 3 matchs face à des équipes où
ça score fort. Miami, Sacramento et Portland. Je m'envoie une magnifique passe décisive parce que on va parler justement d'Orlando et de Jalen Suggs. Jalen Suggs qui a fait une saison, on peut le voir, hein, encore une fois, beaucoup perturbé par les blessures. Encore une fois, beaucoup d'allers-retours à l'infirmerie. Un peu tout l'effectif du Magic. Encore une fois, cette saison qui doit lutter avec des blessures. Et là, ben, le père, il est revenu et il est en sacrée bonne forme, hein. Il nous a fait un 47 il y a 10 jours. Là, il a fait un 65 face à Brooklyn. Il nous a fait un 45 face à Utah. Et là, ben, sur cette Game Week, double confrontation les Bucks. Bucks, ils font partie aussi des pires équipes sur les guards. Il y a un truc à faire, hein. Jalen Suggs à 32, c'est un très bon call, je pense. En tout cas, moi, je le dis. Sur cette Game Week, parce que ça va faire sûrement un gros banger sur un des deux matchs, hein. Donc, ils se font ouvrir par les arrières Milwaukee. Donc, Suggs est, au vu de la forme du moment, tout indiqué à essayer d'aligner. Il a l'air d'être, et je touche du bois, épargné par les blessures et revenir en bonne forme et en bonne condition depuis la fin janvier. Bah, s'il continue sur ce rythme-là, ça peut être une bonne carte à jouer sur cette Game Week qui arrive, qui commencera ce soir. Le dernier, pas des moindres, c'est Kawhi. Kawhi, bah, regardez-moi ça, c'est énorme. Grosse saison de Kawhi, pas tant de matchs que ça raté au final. Et le gars, il est ultra performant. Le match hier soir contre Minnesota a été nul. Je dirais pas le terme parce que sinon ça va être bipé. Euh, et il aura fait la totale, hein. Il a pris 30 shoots. Parce que ben, James Harden est parti, Zubac est parti, donc il récupère le maximum de volume de shoot. Il nous fait 30 shoots à un très bon pourcentage, hein, à plus de 40%, 5 sur 11 à 3 points. Voilà, 8 rebonds, 2 assists, 4 interceptions, que 2 ballons perdus avec tous les ballons qui passaient par lui. Très gros match. En plus, il a joué que 34 minutes parce que bah, c'était un blowout, hein, très clairement. Il n'a pas eu besoin de trop forcer. Ça affronte les Rockets. Alors, Rockets, c'est mid, voire très mid sur ce genre de poste-là, sur les postes. C'est mid, en tout cas sur les postes de Kawhi, le poste 3, je vais réussir. En termes de défense, c'est pas une défense élite sur ces éléments-là, mais on a vu hier que quand même tout le monde a essayé de s'y coller sur lui du côté de Minnesota, et pas des peintres, hein, du Jaden McDaniels, et j'en passe, et il leur a fait, il leur a fait tout, quoi. Donc, à voir. Pour l'instant, le dernier back-to-back, il l'a fait. Il devrait logiquement sûrement le jouer parce que bah, les Clippers sont dans une zone de flottaison où c'est limite play-in, limite dehors. Voire du mal quand même à pas voir les Clippers aller en playoff cette année, malgré tous les départs. À voir où en fait, dans cette zone de ventre mou, les Clippers, c'est vraiment pas terrible, c'est compliqué. Est-ce que Kawhi est en mode trompa et il va porter tout le monde et il sera bah, le go-to guy avec plus de 25 shoots par match et derrière bah, des cols bleus tout autour pour essayer de le supporter, d'avoir un bon supporting cast à côté de lui. Mais il y a un monde et ça semble vraiment un très bon pic sur un call de Game Week là, qui arrive parce que ben, les Rockets, je vais vous montrer son historique face aux Rockets, hein. Il aime bien les Rockets. Alors, certes, il y avait notre ami James Harden à l'époque, mais cette saison, c'est 60 et 58. Donc, mon petit doigt me dit entre la non-sélection dès le départ, bon, finalement, il a été sélectionné grâce aux blessures, mais la non-sélection au départ au All-Star Game, à son All-Star Game dans sa salle par la Ligue et le départ des Zubac et des Harden, Kawhi, même si on voit rien sur son visage, il doit être un peu colère. Donc il y a un monde où il continue dans cette lancée où il marche sur tout le monde parce qu'il n'est pas content. Donc ben, là, il nous a fait encore des bonnes performances à 55, à 67 hier, où voilà, Minnesota leur marché de trucs. C'était un peu plus limité là, mais le fait que Marden parte, mais on va en reparler, je pense, après, c'est
C'est très bon et ça sent un bon pic sur les prochaines semaines. Bon, on a fait le tour un peu de toutes les performances. Ben, maintenant, on va aborder la trade deadline et toutes les trades qui ont pu se dérouler sur la période de jeudi dernier. Et oui, la trade deadline s'est terminée ce jeudi à 21h. Pas finalement l'apocalypse qu'on aurait pu annoncer et attendre en termes de mouvement, que ça soit un Yanis qui bouge des Bucks, la ritournelle Yanis qui est vraiment, on va dire, agaçante et très énervante parce que ça fait ouin ouin, je veux partir, finalement ça bouge pas et je suis de Milwaukee, je ne bougerai pas de Milwaukee. On en reparlera cet été, mais bon, ça a bloqué tout le marché des transferts et au final, ça a bloqué des situations comme Ja Morant qui reste aux Grizzlies alors que bon, on s'attendait fortement à ce qu'il bouge. Finalement, il y a eu des très gros moves. Alors, on va commencer par un des plus gros moves quand même de l'intersaison, de cette trade deadline et qui n'était pas du tout dans les radars, qui a apparu un ou 2 jours avant que ça se fasse réellement. C'est James Harden. James Harden qui a demandé son trade parce qu'il n'allait pas être prolongé aux Clippers. Il a été envoyé en échange de Darius Garland à Cleveland. Donc, très curieux, on va dire. L'arrivée de James Harden à Cleveland, ça peut se comprendre d'un point de vue financier et de messages envoyés au franchise player qui est Donovan Mitchell. Mais après, en termes d'équilibre et nous, d'un point de vue Sorar, 44 James Harden au niveau des Cleveland avec tout ce qu'il y a à côté, ça va faire haut. Est-ce que ça va péter au-dessus de 50 dans cet effectif des Cleveland? On est un peu sceptique. Ça va surtout limiter. Là, vous voyez, au poste de guard, ça klaxonne fort. Hein, Keon Ellis va sûrement tirer son épingle du jeu avec son profil beaucoup plus défensif et en étant fort, un très bon pourcentage à 3 points. En fait, ça va faire sûrement un joueur intéressant en sortie de banc avec un L10 de 12, mais bon, à côté, les Schroeder, les Craig Porter, les Tyrese Proctor, ça va disparaître de la circulation avec ces deux gros L10 là, ces deux gros temps de jeu qui sont ici et qui vont tout manger, tout gober. Euh, à côté, c'est pareil. Alors, Harden, ça va sûrement bien alimenter nos amis intérieurs, que ce soit Jarrett Allen et Mobley, mais ça va leur prendre du usage. Donc, le usage, ça veut dire leur volume de shoot et de responsabilité au niveau d'attaque. Donc, ça risque de tirer un peu tout le monde, on va dire, d'un point de vue SOAR et en point de vue scoring SOAR, vers le bas. Donc pour nous, c'est pas vraiment une bonne nouvelle ce départ, cette arrivée plutôt de James Harden à Cleveland, assez sceptique pour, on va dire, demain, voir ce que ça va donner comme scoring. Est-ce qu'on va avoir du James Harden pété du 60? Et ça va en plus limiter peut-être un peu les perfs de ses copains à côté, quoi. Donc c'est le premier move, méga move, on va dire, mais c'est pas hyper emballant, on va dire, sur le papier pour nous d'un point de vue Sorar. Côté Clippers, Darius Garland, on va voir quand est-ce qu'il va revenir, mais il va avoir une autoroute au niveau du poste de meneur. Donc s'il est, et c'est triste encore une fois de le dire, sur ses deux jambes, ça peut être une super bonne option. Bénédicte Mathurin aussi qui est arrivé dans le trade de Zubac. Donc quand même, les Clippers, ça perd Harden, ça perd Zubac en 2 jours. Hein. Alors qu'il n'y avait pas vraiment de rumeur là-dessus. Il y avait des petits bruits, mais c'était pas grand-chose. Donc sur les guards, Garland, Mathurin à surveiller quand ils vont pouvoir jouer, mais ça peut être vraiment très intéressant. Et au vu des L10, ça peut avoir de grosses responsabilités. Surtout que quand on voit les gars qui est à côté d'eux, ils sont titulaires tous les jours et de très loin. Hein. En attendant, Kawhi est seul au monde, on en a parlé tout à l'heure, hein, donc gros usage en attaque, il va prendre 25 shoots par match le temps que tout le monde arrive après le All-Star Break, et ça peut être un banger absolu. Sur le poste d'intérieur, c'est dramatique parce que le départ de Zubac laisse un énorme vide où on a un Brook Lopez à 37 ans qui est titulaire. À surveiller derrière, on a vu qu'Yannick Conan Linderhauser hier a fait un très bon match face à Minnesota en sortie de banc. Ça peut être une bonne pioche à voir comment va être utilisé Isaiah Jackson qui devrait débuter demain soir aux Clippers. Donc là, on a deux très beaux petits L10 que l'on peut aligner et qu'on peut espérer être très intéressant sur les prochaines Game Week parce que à 37 ans, Brook Lopez, entre les blessures et finalement le temps de jeu qu'il peut pas faire comme c'était
comme il pouvait le faire il y a quelques saisons, ben, ça peut être vraiment très très intéressant. Et aussi, on a aussi en note, on va dire, intéressante, le John Collins 104, qui fait quand même une saison, bonne saison aux Clippers, et qui là aussi ben, va récupérer aussi du usage, et donc du volume de shoot et des responsabilités en attaque, par le départ de Zubac et Harden, qui étaient deuxième et troisième option de l'équipe. Donc il y a vraiment sûrement des très bons coups à faire sur cette équipe des Clippers, hein, entre les Garland et Mathurin qui vont arriver. Kawhi, j'en ai parlé tout à l'heure, John Collins, et puis après Isaiah Jackson, voire Yannick Conan Niederhauser, celui qui aura le poste de backup derrière un Brook Lopez qui, dans tous les cas, va rater des matchs euh, jusqu'à la fin de la ratera des matchs pour du repos, du management ou des blessures. Il y a des bonnes affaires sûrement à faire de ce côté-là, du côté des Clippers. Autre équipe qui a été ultra agressive, il y a eu beaucoup de mouvements un peu incompréhensibles d'ailleurs, c'est les Bulls. Les Bulls qui ont changé tout leur guard. Ils ont pris une collection de guards infinie. On peut voir infini. Donc ils ont perdu Kobe White qui est parti à Charlotte contre Colin Sexton. Bon, je raccourci, il y a eu d'autres joueurs à côté. Il y a eu Vucevic qui est parti à Boston en échange d'Anthony Simons. Et on a Ayo Dosunmu qui est parti avec je ne sais plus quel joueur, mais ils sont partis tous les deux à Minnesota en échange de Mike Conley et de Rob Dillingham. Mike Conley qui a déjà été retransféré après à Charlotte pour être coupé et qui va retourner à Minnesota. Le gars, en fait, il a bougé sans bouger, quoi. Donc, gros changement à Chicago. La ligne des guards est complètement refaite et il y a limite trop de joueurs, encore une fois. Hein. On se demande pourquoi il y a autant de guards du côté de nos amis de Chicago. Donc, à surveiller sur les petits JT 10. Là, Jaden Ivey, qu'est-ce que ça va donner? Ça peut être vraiment intéressant avec un 10 de 15. Évidemment, un Fernie Simons à 24 qui va retrouver un très gros rôle, sûrement titulaire à côté de Josh Giddey, et qui, à 24, ça peut être un énorme banger. Rappelez-vous de ses performances quand il était à Portland. Ça peut tutoyer du 60 très facile. Colin Sexton qui sera en sortie de banc avec un bon rôle de sixième homme en sortie de banc à Chicago, avec un L10 de 20 à voir. Donc une équipe qui est vraiment très offensive, les Bulls, les guards là, les Ivy, les Simmons et les Sexton, voir peut-être s'il est enfin utilisé un Rob Dillingham. Il y a des choses vraiment très intéressantes à essayer de scouter, de récupérer du côté de Chicago. Et puis après, voilà, c'était Leonard Miller qui est arrivé avec l'ami dans le cadre de l'échange avec Ayo Dosunmu. Les forwards, on a toujours Bouzelis qui peut récupérer du usage, hein, parce que mine de rien, Ayo Dosunmu, White, ça avait vraiment beaucoup d'utilisation. Et bien sûr, le Vooch, mais on va revenir après sur le Vooch. Donc, Bouzelis, ça peut être vraiment bien, vraiment intéressant. Et puis en intérieur, là, le Vooch est parti, tout est dépeuplé, quoi. Donc, on a le Jalen Smith qui semble être un banger, mais bon, pour l'instant, il est blessé. Il devrait revenir là. Et il devrait avoir un poste de titulaire. Bon, elles disent de 30, c'est un peu haut, mais ça peut être vraiment très intéressant. Mais par contre, le Gershon, hein, Mike Brown est un incapable de pouvoir l'utiliser. À minima, le gars, il est arrivé et ça commence déjà d'entrer à faire du bon scoring. Hein. Ça fait du 26 et du 30, du 41, du 25 même, pardon. Sur les deux premiers matchs où il a joué, hein, il a joué 34 minutes, 27 minutes. Il était starter au pivot parce qu'il n'y avait personne face aux Nuggets. Ce soir, peut-être qu'il sera décalé en poste 4 ou du moins en sortie de banc intérieur parce qu'il y a Nick Richards qui est arrivé avec L10 de 7 aussi ultra intéressant. Si Jalen Smith ne joue pas, là, les deux à 8 et 7, c'est les yeux fermés, allez-y tout droit. Gros temps de jeu, personne à côté pour les aider sur ce rôle d'intérieur. Donc, ça va faire du très fort score soir. Surtout que ce soir, mais on reviendra ça plus tard, ça affronte les Nets qui sont aussi dépeuplés. Donc là, voilà, on a du joueur très très intéressant, Richards, Gershon, Jalen Smith avec un 10 haut, mais ça peut être vraiment bien parce qu'il sera titulaire. Fernie Simon, Jaden Ivey, Colin Sexton. Donc des choses vraiment à essayer de scouter du côté de nos amis des Bulls. Autre équipe dont on voulait parler, c'était les Atlanta Hawks. Et les Atlanta Hawks qui ont récupéré Jonathan Kuminga. Jonathan Kuminga qui a été récupéré dans un échange contre Kristaps Porzingis. Donc Porzingis déjà abandonné le projet.
Ils ont récupéré le Jock Day aussi en termes de pivot remplaçant. Donc là, il y a une rotation où Okongu a enfin le poste de titulaire. Poste de titulaire derrière avec en première rotation Jock Landale qui avait fait un premier match en l'absence de Kongu où le gars il a pris la bagnole depuis Memphis pour arriver à Atlanta pour jouer dès le soir et le gars il nous a tapé à 60. Grosse performance de l'ami Jock Landale. Donc Jock Landale c'est 31, c'est un peu haut pour un pivot backup, mais dès que Okongu qui revient d'une blessure, fracture au niveau des dents, au niveau de la mâchoire, et il porte un masque façon Bane dans Batman. Donc à surveiller, à monitorer sa santé, parce que Jock Longley peut vite être un banger en prenant le poste de titulaire et les minutes du temps de jeu. Ça a perdu Luke Kennard en shoot à 3 points, qui était très très bon, qui est parti aux Lakers. À voir comment va être utilisé Kuminga, parce que dans cette équipe, à côté de Jalen Johnson, Kuminga à 15, ça peut être vraiment très intéressant. Surtout qu'il va il va surtout vouloir montrer à Steve Kerr que c'est un énorme connard, pardonnez-moi du terme, et qu'il n'a pas su l'utiliser et qu'il veut montrer à la ligue comme quoi c'est un très bon joueur NBA. Et là, il a une possibilité, en plus dans une équipe offensive qui peut potentiellement sur le papier matcher par rapport à ses qualités et son athlétisme. Donc, lors du retour de Kuminga, qui sera après le All-Star Break, il y a peut-être des choses à faire avec son L10 de 15. Ça peut être vraiment très intéressant parce que, pardon Zachary, pardon Corey Kisper, mais ça passe largement devant. Donc, on aura une rotation avec Jalen Johnson en 4, Kuminga en 3. Donc, belle équipe des Hawks avec en plus derrière. Euh, Avec le vieux CJ McCollum, on a Buddy Hield et Gabe Vincent qui sont arrivés pour pouvoir apporter plus de 3 points. Parce que Dyson Daniel, je vous laisse aller voir ses pourcentages au shoot à 3 points, c'est catastrophique cette année. C'est pas ce qu'on lui demande, mais bon, ce serait bien qu'il rajoute ça en plus et c'est très 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 compliqué son shooting. Donc vraiment, peut-être le Hield et le Gabe Vincent en sortie banc, ça peut être vraiment intéressant. On va voir comment ça va se positionner parce que là, on parle à date aujourd'hui, on n'a pas encore assez de recul sur les rotations et comment vont être utilisés ces joueurs arrivés post-trade deadline. Mais sur le papier, ça peut apporter quelque chose qui manquait vraiment à Atlanta, du shooting à 3 points et de la sanction à 3 points. Donc Hield et Vincent semblent rentrer parfaitement dans ce rôle. On a encore donc trois autres équipes. Alors après, on va pas se taper toutes les équipes, hein, mais il y a des choses intéressantes à regarder. Hein. Donc Boston, qui ont récupéré en échange d'Unferny un Vucevic qui va avoir sûrement, on pense, du temps de jeu dispatché, ou du moins un peu plus, du 60% de temps de jeu sur 100% vis-à-vis de Nemas Keita. Parce que le Vucevic, c'est une machine à rebond, c'est du tir à 3 points, ça space. C'est un super ajout pour Boston. On voit sur les deux premiers matchs, hier, ça a été compliqué face à New York. Voilà. Et face à Miami, dans un match que j'ai regardé, où en fait Miami a mené tout le match jusqu'à plus de 20 points d'avance, et Boston est revenu et est passé devant dans la dernière ligne droite, avec un Vucevic qui va apporter son shooting. Hein, voilà. Bon là, il a eu qu'un seul tir à 3 points, mais 4 sur 8, 12 rebonds, 4 assists, 2 steals, tout ce qu'on lui demande. Quoi. Donc le L10 aujourd'hui est beaucoup trop haut, très clairement, parce qu'il est à 38 de mémoire. Mais après, sur cet élément-là, le Vucevic, si ça commence à descendre aux alentours de 30, on le connaît, ça peut vite après, vu qu'il n'y a personne à côté de lui dans ce rôle-là à niveau de Boston, du côté de Boston, ça peut être, quand on dit sera aux alentours de 30, un super bon plan, parce qu'il pourrait être capable de coller un 50. Au vu en plus de comment jouent les Boston Celtics, ce serait un atout non négligeable à pouvoir sortir de sa manchette. Donc Vucevic à garder sur les radars. Et puis après derrière, le fait de la perte d'Anthony Simons, ça met un peu à poil les Celtics sur les lignes arrière. Et on a Derrick White, Sherman qui est titulaire avec un Pritchard qui est repassé en poste de sixième homme en sortie de banc, poste qu'il affectionne. C'est là où en fait il est limite meilleur parce que en sortie de banc, le gars il allume à 3 points à tout va et c'est trop bien. Donc, elle dit c'est un peu haut pour quelqu'un qui sort du banc, mais il aura un temps de jeu titulaire en sortie de banc et des responsabilités de titulaire. Et le Sherman, finalement, à 17, vu qu'il est titulaire et qu'il a quand même un gros temps de jeu, hein, ça peut être vraiment intéressant encore, on va dire jusqu'à
24-25 de L10. Parce que, bah voilà, 34 contre New York, 36 contre Houston, ça commence à faire des trucs. Il y a plus de 30 là, ça fait du x2 quasiment L10. Donc on dit banco, allons-y, quoi. Donc Sherman, vraiment à surveiller, ça peut être vraiment très intéressant. Allez, on enchaîne par les 2 dernières équipes. Alors c'est un petit peu long, mais bon, là on résume une trade deadline de 4-5 jours en, allez, on va dire 18 minutes dans cette section. Memphis qui a pas réussi à bazarder déjà, qu'on risque de pas voir jusqu'à la fin de la saison malheureusement. Et bah, surtout Gigi Jackson qui a été envoyé à Utah, hein. Donc on va revenir après. Donc bah, le secteur intérieur avec, vous voyez, Brandon Clark toujours blessé, Zakidi, Santi Adalma qui fait que des allers-retours. Au niveau de l'infirmerie, ben, on a du Olivier Maxence Prosper, du Kyle Anderson. Surtout, celui qui semble qui va sûrement pouvoir profiter de tout ça, c'est Gigi Jackson, qui a fait des choses intéressantes l'année dernière et qui va avoir un poste 4 titulaire de très loin. C'est le seul intéressant qui pourra se développer dans une équipe de Memphis qui va pas viser grand-chose jusqu'à la fin de la saison. Jalen West à 19 aussi intéressant. Taylor Hendricks, c'est un gros point d'interrogation. Elles disent de 8, qui est en chute libre au niveau des perfs. Alors est-ce qu'il peut se relancer à Memphis? À voir. Vraiment à monitorer de loin, à garder au cas où au chaud. Et puis après, ben, derrière, sur les postes de guard, ben, on a du Ty Jerome, du Cedric Howard, qui ont les clés de la maison, hein. Scam Spencer qui sera en sortie de banc en relais de Ty Jerome qui récupère le poste de titulaire parce qu'il est revenu de blessure. Il a déjà fait des choses très intéressantes autour de sa blessure. Et selon les blessés, ben Walter Clayton Jr. qui est arrivé de Utah, qui peut être vraiment aussi très intéressant dans un rôle de sniper en sortie de banc, qui sera dans tous les cas de ce qu'on voit là le meilleur shooter de la ligne arrière en sortant du banc. Donc peut-être des choses intéressantes à surveiller au moment des blessures et des absences côté Memphis, avec un Scottie Pippen qui fait que des allers-retours aussi, lui aussi à l'infirmerie. Il y a peut-être des choses vraiment intéressantes à aller chercher sur cette ligne arrière des Grizzlies dans une équipe qui, en fait, qui va préparer la saison prochaine dès ce mois de février, donc 8 mois en avance, quoi. Dernier point, donc on voulait parler bien sûr du Utah Jazz. Utah Jazz qui a fait l'un des plus gros moves, complètement inattendu, l'arrivée de Jared Jackson Jr. Et ça a montré direct que pouvait très bien marcher avec un Laurie Markkanen à côté. Et après, un vrai pivot, malheureusement, Walker Kessler est out. Mais on peut avoir un duo très intéressant à voir entre derrière qui peut être titulaire au poste de pivot. Si c'est Jackson en 5 avec un Markkanen en 4. Ou alors on décale les deux en 4 et 3 pour après mettre un Filipowski, un Nurkic ou un Kevin Love en pivot. Attention, parce que le gros souci qu'on a, c'est que nos amis des Utah Jazz en ont montré. Ils sont capables de bien être dans un match et au dernier quart-temps de tout bazarder, de laisser les joueurs au repos pour perdre le match. Ça peut profiter notamment à des joueurs de seconde zone, hein, à des joueurs de banc, des joueurs qui sortent de banc qui ne sont pas titulaires. Hein, Philippe Oski peut en profiter. Là, sur la ligne de guard, comme on disait tout à l'heure, on a notre ami Keon Tejors qui s'est refait mal à la cheville. À mon avis, ça ne devrait pas trop forcer cette semaine. Utah, comme je disais, ils ont 3 matchs. Il y a forte chance que finalement, peut-être George n'en joue qu'un et encore. Et donc, derrière, au niveau des guards, au niveau des meneurs, on a Keziah Collier et Vince Williams Jr. qui est arrivé de Memphis, donc cadre de l'arrivée de J.J. Jackson. On peut peut-être de J.J. même d'ailleurs, J.J. Jackson. Jared Jackson Jr. Donc, ça peut profiter parce que les deux seuls vrais meneurs, c'est Isaiah Collier et Vince Williams Jr. Et puis, derrière, sur les postes de shooter, il y aura toujours le petit ami Ice Bailey et Brice Sensabo en sortie de banc. Donc, il y a des choses qui sont peut-être vraiment intéressantes à surveiller. Les L10 sont peut-être un peu hauts, mais au vu de la rotation et de comment Will Hardy semble gérer, selon les instructions qu'on lui donne, les rotations pour pas monter trop haut, il y a peut-être encore des coups à faire aussi du côté du Utah pour la fin de la saison. Bon, on a fait cette séquence qui était très très dense avec beaucoup d'informations et beaucoup de trades. On n'a pas fait tous les trades, mais il y a encore d'autres choses qu'on vous laisse regarder. Hein, l'arrivée de Kobe White à Hornets, à Yodo Sunu à Minnesota, j'en passe et des meilleurs, Alvarado à New York aussi qui peut être vraiment très intéressant. Donc bon voilà, après on en parlera sûrement la semaine prochaine
d'autres joueurs, parce qu'on aura vu comment sont réorganisées les équipes, et on abordera sûrement 2 ou 3 joueurs la semaine prochaine. Bon, on a fait le tour, maintenant on va parler des blessés. Et oui, des blessés, avec la plus grosse blessure de cette semaine, c'est la blessure de Shai au niveau des abdominaux, une déchirure. C'est pas terrible. Minimum 2 semaines d'absence. Ça va être vraiment monitoré de très près parce que il y a pas d'urgence du côté Thunder. Il y a pas la maison, il y a pas le feu au lac pour accélérer son retour. Donc derrière, il y a en plus l'absence des Jimmy Mitchell qui devrait normalement revenir après le All-Star break. Donc on a du Cason Wallace, du Isaiah Joe et du Lou Dort pour faire le taf en attendant. Et à surveiller aussi comment va être intégré Jared McCain qui a été récupéré à la trade deadline de Philadelphie. Ça va être vraiment peut-être un pic vraiment intéressant à surveiller. Mais on a aussi en plus derrière Jalen Williams qui est censé revenir. À voir. On n'a pas encore de nouvelles, savoir s'il sera disponible ou pas. Il jouera ce soir parce qu'avec le 10-2-30 avec personne, enfin pas le leader à côté de Shai, c'est toujours très intéressant. Donc sur le retour de Jalen Williams, bon, automatiquement ça met un coup aux performances d'Aaron Wiggins, mais ça peut être vraiment bien. Il y a eu aussi le retour d'Isaiah Hartenstein avec un 23 en tant que pivot titulaire qui peut être vraiment très intéressant. Des petites choses peut-être à surveiller du côté du Thunder avec cette répartition des responsabilités offensives de Shai qui vont être récupérées par d'autres joueurs. Donc du Holmgren, du Jalen Williams si vraiment il joue, du Isaiah Hartenstein, ça peut être vraiment très intéressant. Côté Lakers, on a notre ami Luka Doncic qui s'est encore fait blessure à la jambe. C'est assez récurrent en ce moment. Il fait des petits bobos, il joue quand même et tout. Là, ce week-end, il a été absent. Ce soir, il est aussi absent. Alors, il y a 3 matchs pour les Lakers, mais est-ce qu'il va jouer au moins un des 2 matchs? Peut-être, mais c'est vraiment pas sûr. Donc, Luka Doncic absent, son Baptou de coéquipier Austin Reeves, c'est son moment. On sait très bien que Doncic n'est pas là. C'est le moment d'Austin Reeves. Austin Reeves, donc sur 3 matchs, ça peut être vraiment super bien. 33 de L10, c'est magnifique. À surveiller aussi potentiellement du Luke Kennard en sortie de banc qui peut avoir un plus gros rôle et qui sera le shooter à 3 points qui a des super stats cette année. Donc dans cette équipe des Lakers, ça peut être vraiment intéressant. LeBron James à 34 aussi, ça récupère toute une grosse partie du volume de l'absence de Luka, donc ça peut être vraiment bien. Smart va sûrement récupérer le poste de titulaire de guard à côté de Reeves. Donc peut-être à surveiller aussi le 10 de 16, ça peut être intéressant. Attention pour DeAndre Ayton ou Jackson Hayes, le fait que Doncic ne soit pas là, automatiquement leurs performances vont baisser parce que c'est jouer avec une Rolls-Royce qui est Doncic et ne plus l'avoir, automatiquement pour des joueurs de ce type-là qui ne sont pas très performants tout seuls, ça risque d'être un peu plus dur. On va finir après par Denver et Miami. Tout d'abord Denver où encore pas mal de petits bobos. On a Peyton Watson qui s'est pété au niveau de la cuisse comme Aaron Gordon, donc c'est minimum 4 semaines. Jokic qui traîne une petite blessure face à New York en double overtime sur sa cheville. On ne savait pas s'il allait jouer ce week-end, mais finalement il a joué. Et il y a une grosse information quand même à prendre en compte, c'est que Jokic est à 2 matchs d'absence, ne pas avoir les récompenses de fin d'année. Donc c'est pas impossible que ça aussi ça joue dans ses décisions de jouer ou ne pas jouer. Là, ça risque sûrement de serrer les dents jusqu'au Star Break pour avoir un peu de soin et de repos. Donc ça va jouer, au moins sur ce Game Week, si ça se fait pas mal. Il y a le retour quand même de Cameron Johnson qui va faire du bien. On va voir comment il va revenir de sa blessure. Il va sûrement être en minutes limitées. Donc ça va avoir un peu un impact sur Tim Hardaway qui était titulaire ou John Strother qui avait du temps de jeu. Mais bon, voilà, c'est un peu compliqué. Pareil, Jamal Murray, ça traîne des blessures. Christian Brown, ça traîne des blessures. Et ça revient très difficilement de sa grosse coupure et de sa blessure de 2-3 mois. Donc complicado pour Denver qui a un rayon infirmerie qui ne désemplit pas et qui n'arrête pas. Donc on a quand même des titulaires entre des Watson, des Gordon, euh, et après des Brown qui sont pas vraiment en très bonne forme, ou Jamal Murray qui joue avec pas mal de blessures comme Jokic. La dernière équipe dont on voulait parler, c'est le Miami Heat. Miami Heat avec encore un Tyler Hero qui devrait pas tarder à revenir. On n'en sait pas encore trop s'il reviendra avant ou après le Star Break. On a Pele Larson qui s'est fait mal à l'épaule.
Même pas à l'épaule, l'elbow. Donc ça va être compliqué pour Pele Larsson. On va voir s'il va jouer ou pas sur cette Game Week. Mais en attendant, s'il ne joue pas, ça va être un boulevard pour du Yaku Sonis, du Drew Smith. À voir aussi si Devin Mitchell, bon, il a l'air de revenir, mais c'est très compliqué pour lui. Il fait pas de très bonnes performances depuis son retour de blessure. On a Norman Powell aussi qui fait pas mal le yo-yo avec pas mal de petits bobos qui traînent. Donc on a du Ramirez qui est vraiment très bon en ce moment. On a du Andrew Wiggins aussi qui fait le taf. Bam et Kelleher qui a l'air de revenir un peu en odeur de sainteté post-trade deadline. Il a fait un très gros match ce week-end face à Brooklyn, mais bon, voilà, hein, Brooklyn. Hein. Donc à surveiller. Pas mal de petits tête pics comme d'hab. Miami Heat est très très courant et on est très friand des petits pics du Miami Heat parce que Spoelstra transforme n'importe qui en joueur de basket. Et par exemple, il y a ce week-end, on n'a pas pensé du tout à Yakusonis. Et Yakusonis a fait du 40 en sortie de banc. Donc, voir du monde. Miami, en plus, a un des meilleurs calendriers sur la Game Week qui arrive, mais ça, on va en reparler juste après. Bon, on a fait le tour des blessés. Maintenant, on va parler des petits L10 qu'on peut viser. Et il y en a énormément sur la Game Week qui arrive. Les petits L10, et aïe, 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 il y en a énormément. Faire les bons choix, ça va tellement être compliqué. Oh. Et oui, trade deadline, joueurs qui ont changé d'équipe, des équipes qui se sont affaiblies sur certains postes, et donc on a des joueurs qui ne jouaient quasiment pas, qui vont se retrouver avec du gros temps de jeu, des responsabilités et tout. Il y a énormément de choix. Énormément de choix. Voilà, il n'y a pas d'autre à dire. Il y a beaucoup de joueurs qui vont popper avec des petits L10 et qui vont casser des game week en sortant de nulle part. On en a fait quelques-uns. Franchement, allez voir. Il y en a plein. Franchement, il y a des joueurs, on en a parlé déjà tout à l'heure, peut-être du Isaiah Jackson, Vice Krejci qui est un vrai shooter à 3 points dont avait besoin cruellement Portland, ça peut être vraiment aussi intéressant. Brook Lopez qui a des temps de jeu titulaires. Yakusonis aussi qui peut avoir du gros temps de jeu. Enfin voilà, on a du monde au paleton. On va rester sur une sélection de 3-4 joueurs. Enfin, on en a 3 qui sont en petit L10 qu'on vous sélectionne. Et on en a un petit suppléant. Le premier, c'est Pat Spencer. Pat Spencer profite de l'absence du chef. C'est vrai qu'on n'a même pas parlé côté blessé, mais c'est assez récurrent. Le chef qui a un traumatisme au niveau du genou et tout, et on prend énormément de temps du côté des Warriors. Il est en day-to-day, mais on n'a pas vraiment de visibilité. Ça sent pas bon. Et puis, vu la tournure de la saison des Warriors, c'est dramatique de voir un Stephen Curry dans une équipe aussi pathétique que les Warriors en ce moment. Donc, qui en profite, c'est Pat Spencer. Pat Spencer, vous voyez, 37, 34. Sur les Lakers et sur Phoenix. Donc, pas des plus mauvaises équipes. Là, sur la Game Week, ça va affronter Memphis et San Antonio. Donc, deux très bons match-ups pour Pat Spencer. Il est titulaire en l'absence de Curry. Et voilà, donc ça fait des stats, ça fait des choses intéressantes. Ça met des points, ça noircit surtout la feuille en, prenant en faisant des passes et en prenant des rebonds. Ça fait même des interceptions. Donc, c'est quelqu'un de complet qui peut nous faire des choses très intéressantes sur une Game Week avec un L10 de 12. Ça semble être vraiment un bon choix. Donc, au vu déjà de la Game Week qui arrive juste avant le All-Star Game, il y a vraiment des choses très intéressantes à essayer d'utiliser avec Pat Spencer. Après, on verra post-All-Star Game avec le retour de Curry, où là, voilà, effectivement, il sera beaucoup moins utilisé, il sera beaucoup moins intéressant. Le deuxième joueur dans une équipe d'un niveau cataclysmique, c'est Devin Carter. Devin Carter qui était, on le voit, complètement hors rotation de Doug, l'assassin, le terroriste Christie, le coach des Sacramento Kings. Et puis là, vu que ça a vendu les bijoux de famille avec Schroeder et Keon Ellis, au niveau de rotation, c'est à poil. Et donc, derrière Russell Westbrook, il y avait potentiellement Malik Monk qui est blessé. Sur le poste de shooting guard, Zach Lavine est blessé. En tout cas, ils sont annoncés blessés. On ne sait pas s'il y a vraiment une vraie blessure et tout. Et donc, Devin Carter, ça va avoir du gros temps de jeu à 11. Là, en plus, c'est une super game week entre les Pels et Utah. À 11, c'est tous les jours en avant Guingamp. Hein. On voit 29, 26, 35, face à des équipes quand même qui sont sérieuses. Que ce soit Cleveland, que ce soit les Clippers. Après Memphis, c'est beaucoup plus compliqué, mais voilà, 28 minutes de temps de jeu. Là, derrière, ça nous fait 18 points. Ça fait surtout, on l'avait vu sur les autres saisons, un Devin Carter qui peut faire de la stat très périphérique pour améliorer son scoring. C'est pas que du shoot. En fait, c'est hyper intéressant, surtout avec un indice
de 11, quoi. Donc on prend tous les jours. En plus, au vu de la Game Week, c'est vraiment bien. On a envie de dire, en plus sur ça, on a envie de rajouter son copain de rotation parce que il y a personne, Nick Clifford qui est un bon rookie, une bonne surprise, hein, et qui nous fait là aussi de très bonnes performances. Là, un 54 sur Cleveland parce que le gars est starter, il a du gros usage, de grosse utilisation. Et voilà, 30 points, 4 rebonds. Là, lui aussi, il fait beaucoup de stats périphériques, donc il a un indice de 16, donc c'est un petit peu au-dessus que le 15 par rapport au truc dont je fais un petit aparté sur ça. Mais Nick Clifford, ça semble être aussi un très bon pick sur la Game Week au vu des match-ups de Sacramento. Comment ne pas le mettre ici en petit L10, Gershon? Gershon enfin libéré, Gershon enfin libre de pouvoir jouer au basketball dans une équipe où, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a plus vraiment d'intérieur. Donc Gershon va avoir du gros temps de jeu. Premier match, il est arrivé, le gars, il a directement mis la franchise dans sa poche, hein. Contre Toronto, il fait 41 points rare. Contre Denver, il était titulaire sur le poste de pivot. Difficile face à Jokic, donc un petit 25. Mais là, ce soir, ça affronte les Nets sans Denim, sans MPG, sans Michael Porter Jr. Donc, les Nets affaiblis. Donc, ça peut être vraiment très intéressant pour Gershon ce soir face à Brooklyn. Surtout qu'il ne sera pas très loin d'une franchise qui ne l'a pas exploité à son potentiel. Donc, sûrement, il va faire passer un message parce qu'il sera de l'autre côté de l'Hudson River. Et puis après, contre Boston. Donc, on pense qu'il y a une possibilité là pour Gershon de faire une très belle performance, encore une fois sur une Game Week, et avec un 10 de 8 tous les jours, il faut le poser, très clairement. On voulait mettre en extra Cam Thomas. Cam Thomas s'est tombé hier. Cam Thomas a signé à Milwaukee. Donc il va être en rotation, en sortie de banc derrière du Rollins, derrière du KPG, du Kevin Porter Jr. Il n'y a pas vraiment son rôle qui était là. C'est peut-être Cole Anthony, je mets des grosses guillemets, Cole Anthony qui pouvait avoir ce rôle-là avant qu'il soit dégagé des Bucks. Donc Cam Thomas libéré, Cam Thomas avec un vrai temps de jeu, parce que il faisait 25 minutes, il était un peu dégoûté du basket, ça marchait pas du tout, et il y avait vraiment une cassure entre lui et le coaching staff, donc il jouait quasiment pas. Option sixième homme en sortie de banc aux Bucks, ça peut vraiment être intéressant. Il va avoir toutes les cartouches. Ça peut être un pari. Alors attention, c'est un gros pari. Peut-être c'est trop tôt sur cette Game Week. Ça va jouer 2 fois Orlando et OKC. Mais ça peut être vraiment intéressant dans une petite équipe, pas la première, mais on va dire la troisième ou quatrième, à essayer de l'aligner parce qu'il va vouloir montrer le pépère qu'il voulait un gros contrat, et il le mérite. Donc Cam Thomas, ça peut être un gros pari, surtout avec un indice de 16, et on connaît le penchant offensif du pépère qui peut donner sur la ligne. Bon voilà, on a fait le tour, il y a vraiment plein de choix, il y en a encore d'autres, je pense qu'on aurait pu peut-être parler, mais allez fouiller. Il y a avec ces remodelages d'effectifs post-trade deadline, il y a vraiment de très bons coups à faire et qui vont faire la différence pour vous ouvrir vraiment des perspectives d'aligner des très belles line-up sur la Game Week qui arrive. Allez, maintenant, on va parler des match-ups qui arrivent sur la prochaine Game Week. Les match-ups sur la prochaine Game Week, celle d'avant la pause All-Star Break et du All-Star Game à Los Angeles, donc les mini-vacances des joueurs NBA sur le cours de la saison. Et donc des équipes à 3 matchs, des équipes à 2 matchs. Attention aux équipes à 1 match, il faut à minima essayer d'éviter au maximum. Donc les Wizards, merci mais non merci. Les Celtics, malgré le très beau match-up face à Chicago, c'est clairement pas à privilégier sur un seul match. Donc les équipes sur lesquelles on voit des très bons match-up, on a déjà nos amis de Brooklyn sur Chicago et sur les Pacers. Donc un Nick Claxton, ça semble plutôt très intéressant. À voir aussi potentiellement du MPG sur le deuxième match. On sait qu'il va déjà rater le match de ce soir. Donc peut-être des choses à essayer de voir. Peut-être un Nolan Traoré, peut-être un Ben Saraf, un Terrence Mann. Vraiment à surveiller. Il y a aussi Clooney aussi qui pourrait être bien. Donc à voir, il y a des choses peut-être à essayer de choper du côté de Brooklyn. On a les Hornets qui sont en méga forme. 8 matchs, 8 victoires d'affilée pour les Hornets. Et ça affronte notamment donc, dans un duel
va être énorme ce soir. Vraiment match à regarder contre Détroit. Alors ça va être très compliqué, nous, d'un point de vue soir, d'essayer de dégager quelqu'un qui peut faire une belle perf face à Détroit. Détroit qui sort d'un massacre sur les Knicks. Je sais pas d'autres mots. On s'est fait rouler sur la gueule. Et donc qui sont très forts. À voir comment les Hornets vont essayer de les bouger. Ça va vraiment être intéressant cette opposition de style et voir comment ça va se passer entre ces deux équipes-là. Par contre, le deuxième match à Atlanta, où c'est du gros scoring, on peut avoir des choses intéressantes entre Brandon Miller, Con Knuppel, Moussa potentiellement. On a du Miles Bridges. Ça peut être vraiment intéressant à voir. C'est pas le premier choix les Hornets, mais bon, vu de la forme actuelle, et là, ça se présente vraiment en montrant les muscles face à Détroit, il y a peut-être un truc intéressant à faire. Après, on a Cleveland avec le nouveau montage d'équipe où ça affronte Denver ce soir et ça affronte Washington en deuxième match. Alors attention, Washington, il y a peut-être des choses à vérifier parce que le tank est ouvert et les rotations sont un peu bizarres du côté de Washington, donc ça ouvre du temps de jeu pour tout le monde. Donc, peut-être à élargir son panel au niveau des équipes qui affrontent Washington, de ne pas regarder exclusivement les titulaires, mais peut-être regarder aussi la deuxième unit. Denver, vraiment intéressant aussi face à Memphis. Un Memphis qui est, comme on l'a dit, dans une situation de reconstruction et de no man's land, le ventre mou absolu. Donc Denver, là, Jokic, évidemment, hein, là, j'enfonce des portes ouvertes. Après, à surveiller, peut-être du Tim Hardaway, Cameron Johnson, à voir comment il va revenir. Il y a peut-être des choses à surveiller. Bon, de toute façon, dans tous les cas, Jokic, et puis après, le reste, on voit, quoi, très clairement. Golden State qui affronte aussi Memphis, donc on a parlé tout à l'heure, il y a peut-être du Moses Moody, on a peut-être du Quinton Post, on a du Pat Spencer, j'allais dire Cam, du Pat Spencer, donc peut-être des choses intéressantes à essayer de récupérer. Les Rockets face aux Clippers qui se sont fait décapiter de deux de leurs trois têtes avec plus Zubac et plus Harden, donc c'est une bête blessée, donc Kawhi risque d'être vénère, mais par contre à côté Sengun peut se régaler, hein. Donc à voir au niveau du nouveau visage des Clippers où Houston peut faire vraiment des choses très très intéressantes. On a les Lakers, malgré le fait que ça affronte le Thunder qui a quand même qui joue sans chai avec quelques blessés encore. Ça peut être intéressant à Austin Reeves. Austin Reeves, de toute façon, sur la Game Week, il y a surtout le dernier match face à Dallas qui peut être vraiment hyper intéressant, hein. À voir si Luka joue. Ça sent quand même pas très bon pour Luka, hein. Ça sent surtout le repos pour essayer de le conserver et le garder au mieux de sa forme jusqu'à la fin de la saison. Donc, complicado. Et puis après San Antonio, où là, voilà, pour les Guard Reeves, ça peut être vraiment très très bon et très très bon spot. On a le Heat qui a une des meilleures game week avec le Jazz et les Pélicans. Le Heat là-dessus, vous avez plein de joueurs, on en a parlé tout à l'heure, hein, du Raquez, du Ware, du Adebayo, du Wiggins, du Powell. Je ne vais pas vous faire tout l'effectif, mais il y a de quoi faire pour faire du bon scoring avec eux. On a les Wolves qui affrontent les Hawks et Portland. Autant vous dire, vu le niveau des Hawks hier soir, le niveau des Wolves hier soir, pathétique face aux Clippers, ça va réagir et fortement. Coucou Ant. Donc là, sur les deux matchs, il y a vraiment un monde où ça peut faire du très très sale. On a les Pels aussi qui ont un très bon calendrier, hein, entre le Heat et les Kings. Donc Trey Murphy Jr., du Derek Queen, du Zion, du Herbert Jones aussi. Donc il y a un monde où il y a vraiment de très belles équipes, de très belles choses à faire. Nos amis des Knicks aussi, c'est un calendrier sympa entre Indiana et les Sixers. Surtout que les L10 des Knicks sont bas, hein. Aux alentours de 35, les Bronson, les 4, les OG, et puis après du Hart à 30, du Alvarado à 17, du Chamet aussi aux alentours de 20. Donc il y a des choses vraiment intéressantes à essayer de trouver. Bon, la Game Week aussi du Thunder de facto, hein, surtout contre les Bucks. Et contre les Lakers, ça peut être vraiment bien. Le Phoenix sont quand même difficile à manœuvrer cette année, donc plus compliqué à essayer de positionner. Mais bon, 2 matchs sur 3, on prend tous les jours. Les Sixers, les Portland Trailblazers avec les Sixers et surtout le Jazz en dernier match qui peut être vraiment intéressant et vraiment bien positionné, notamment pour un Donovan Clingham, un Jeremy Grant. Des choses vraiment intéressantes à surveiller. Les Kings qui ont aussi un très bon calendrier entre les Pels
Et le Jazz, surtout s'il y a toujours autant de blessés, comme on en parlait tout à l'heure, Clifford, Carter, DeRozan, Westbrook, Reno, Sabonis, savoir en plus si Sabonis est absent, Reno, ça peut être vraiment un bon coup. Et puis Utah, comme on en parlait tout à l'heure, Utah, alors attention comment on va être géré l'effectif, donc c'est pour ça que nous on se positionnerait plus sur le poste de meneur ou entre Collier et Vince Williams Jr., ça va avoir du gros temps de jeu parce qu'il n'y a pas grand monde derrière eux, voire personne même d'ailleurs. Donc ça a des matchs vraiment très intéressants entre Portland, les Kings et le Heat, donc ça risque de manager Keyonte George qui est blessé et gérer le temps de jeu pour pas trop gagner entre les Markkanen et les Jaren Jackson Jr. Donc il y a vraiment des choses très très intéressantes à voir et une Game Week vraiment très bien sur le papier. Cet épisode 12 de la Weekly Sorare NBA est maintenant fini. On espère qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, envoyer de la force, partager la sainte parole de cette vidéo pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. On se retrouve lundi prochain après une Game Week un peu, comme on l'a dit, bizarre avec cette pause du All-Star Break. Et après, une petite pause de vacances, entre guillemets, après le All-Star Game de ce week-end. Et on se retrouve dans une nouvelle dynamique pour la dernière partie de la saison, c'est officiel, jusqu'au play-in et les playoffs. Allez, on se retrouve lundi prochain. Passez une bonne semaine. Allez, tchuss!